En plein centre du quartier des Gobelins, à 2 pas de la place d'Italie, le premier gratte-ciel parisien reste, malgré ses 23 étages, dans les normes françaises. L'ossature métallique est constituée par des poteaux tubulaires remplis de béton. Les contreventements en forme de croix de Saint-André sont également en tube et les poutres reliant les poteaux sont des IPN, ce qui illustre les possibilités nouvelles apportées par le tube alliées aux matériaux traditionnels. Le diamètre et l'épaisseur des poteaux ont été fixés en fonction des considérations architecturales et des charges provoquées par la pression latérale du vent. L'utilisation du béton à l'intérieur des tubes permet une réduction importante du poids total de l'ossature et atténue considérablement la répercussion des bruits. En cas d'incendie, des trous remplis d'un alliage fondant à faible température laisseraient s'échapper la vapeur provenant de l'ébullition de l'eau restée en excès dans le béton. Le montage de l'ossature a été accéléré par la préparation en usine de panneaux échelles de 3 étages formés par les poteaux et les poutres. La mise en place de chacun de ces éléments a été facilitée par des fers ronds préalablement fichés en faisceaux dans le béton. Un manchon provisoire permettra l'ajustement des poteaux. Pendant le montage, le réglage de l'ossature dans le sens transversal est assuré par des tubes coulissant l'un dans l'autre. Des points de soudure sont effectués à travers les fenêtres du manchon, puis, celui-ci enlevé, on procède au soudage proprement dit en 3 passes consécutives. Le chauffage central utilise des serpentins en tubes d'acier noyés dans le béton des planchers. Le principal intérêt de cette construction réside dans l'emploi rationnel du tube et du béton. Le 6e étage est occupé par une terrasse panoramique. Ce premier gratte-ciel est un peu plus élevé que le premier étage de la Tour Eiffel. En haut du boulevard Saint-Michel, à proximité du quartier des Facultés, le nouveau centre universitaire Bullier répond à la nécessité de loger les étudiants en médecine. Sur sa face arrière, ce centre comporte une salle de sport de 30 mètres sur 54. La couverture de ce vaste hall ne devant comporter aucun point d'appui intermédiaire, c'est une ossature monolithique tubulaire assemblée par soudage qui a été adoptée. Les fermes maîtresses sont en tube d'acier, cintrées en forme de parabole et développées vers l'extérieur. Ces portiques ont 3 articulations. La première prend appui sur la console en béton et joue dans le sens transversal. La deuxième, à l'autre extrémité de la ferme, est située en tête d'une béquille, constituée par un simple poteau tubulaire, et travaille dans le même sens.
Enfin, la troisième articulation se trouve à la base de ces poteaux et peut travailler dans tous les sens. Les dilatations transversales sont absorbées par ces 3 points d'appui. La stabilité latérale est obtenue par des pannes en tube rectangulaire. Sous la couverture, qui sera en polyester stratifié, l'espace au sol restera entièrement libre. Les entrepôts Formont, à la gare de Pantin, offrent un exemple intéressant de charpente tubulaire. Cette ossature est formée de 2 éléments structuraux, les portiques dissymétriques de 28 mètres de portée et les pannes prismatiques qui couvrent les travées de 10 mètres. Les portiques paraboliques sont à 3 articulations. Les 2 premières prennent d'appui sur le mur en béton par l'intermédiaire d'une courte béquille. La troisième se trouve à la semelle du pied droit. Les membrures des portiques sont de section carrée. Les treillis sont constitués par des tubes circulaires. Les portiques reçoivent les pannes triangulaires. Les têtes de pied droit sont reliées par une poutre prismatique qui supportera le linteau des portes. L'ensemble des pannes triangulées forme une structure stable et rigide, sans aucun contreventement spécial. La forme parabolique, donnée au bâtiment par les portiques, permet les aménagements intérieurs sans être gêné par des points d'appui. Le bardage translucide, porté par le linteau et la sablière, reste avec les portes roulantes et basculantes qui ouvrent sur la façade la seule source d'éclairage. La surface courbe de la couverture en bac d'aluminium de grande longueur lui donne une grande rigidité et une meilleure résistance au vent. Pour l'extension de cette importante usine de machines agricoles, les nouveaux procédés de construction adoptés ont permis d'obtenir un prix de revient exceptionnellement bas. L'installation de machines transfert exigeait des bâtiments ayant un minimum de points d'appui, mais avec une charpente capable de supporter des charges importantes entre chaque poteau. Le système dit à lanterneau portant permet de grandes hauteurs de poutres sans retomber, ces poutres étant placées en élévation pour former des lanterneaux d'éclairage. Les poteaux, constitués d'un treillis tubulaire soudé, sont préfabriqués en atelier et comportent les amorces de poutres. Les assemblages se font à mi-tube.
La première tranche de cette usine utilisait une charpente classique qui pesait 37 kg au mètre carré. La nouvelle ossature tubulaire ne pèse que 19 kg. L'emploi du tube améliore considérablement l'esthétique et accentue l'impression de légèreté. Dans la Creuse, l'école des métiers du bâtiment de Felletin rassemble plus de 2000 élèves. Une division spéciale forme, dans des ateliers modernes, de futurs ouvriers chaudronniers et charpentiers en fer. Parmi les exercices, une part importante est réservée à la construction tubulaire. L'exécution d'une charpente en tube d'acier, destinée au bâtiment des sports, a été confiée aux élèves. Les assemblages obliques ont exigé des découpages biais et des soudures en position. Cette charpente comporte une nef centrale et deux ailes. Une poutre de faîtage en forme de croix constitue l'armature principale de l'ouvrage. Des nœuds importants avec tubulure à bride reçoivent les attaches des fermes qui supportent la poutre faîtière. Les demi-fermes intermédiaires, formant des arcs à deux articulations, prennent appui sur cette poutre. L'articulation au sol est à double portée. Les élèves ont pu également se familiariser avec les liaisons entre le tube d'acier et d'autres matériaux. On ne pouvait trouver meilleur entraînement à la construction tubulaire que l'exécution de ce bâtiment. Le programme d'extension du Sud-Ouest comportait la construction, à côté de la nouvelle raffinerie d'Ambès, de l'importante centrale électrique du Marquis. Alimentée par le gaz de Lac, cette centrale est destinée à renforcer le potentiel énergétique de la région et à desservir le bassin parisien. Le franchissement de la Dordogne nécessitait une portée de 1100 mètres entre les pylônes. Ceux-ci devaient avoir 114 mètres de haut afin de réserver une distance de 26 mètres minimum entre les câbles et le niveau des plus hautes eaux. L'emploi des profils tubulaires permettait, par suite de leur grande résistance au flambement, de construire un ouvrage léger comportant le minimum de barres. Cette réalisation a utilisé pour la première fois des tubes minces de gros diamètre soudés en hélice. Chaque élément du fût présente une grande longueur de flambage. Les contreventements sont assemblés au sol à l'aide de pièces spéciales.
Pour cette construction, différents types de nœuds ont été étudiés. L'assemblage de la plupart de ces pièces est réalisé par brides boulonnées. Seuls quelques contreventements peu sollicités sont assemblés par gousset. La poutre, les flèches, les deux consoles ont été montées en atelier. Cette solution tubulaire, qui offre toutes les garanties requises, a été étudiée en étroite collaboration avec les services techniques de l'électricité de France. La direction générale de l'EDF a tenu à montrer à ses collègues étrangers cette réalisation exceptionnelle. Pour ces ouvrages où la légèreté entraîne une économie importante de transport et de montage, le tube se révèle particulièrement intéressant. À Sirmel, un des plus grands gisements de gaz naturel du monde. Un gazoduc de 780 km reliera ce gisement à Relizane, d'où partiront deux embranchements, l'un aboutissant à Alger, l'autre à Arzeu, près d'Oran. L'exploitation massive du gaz saharien ne peut trouver sa solution que dans la pose de feeders franchissant la Méditerranée. Plusieurs solutions sont à l'étude. Pour sa part, le Gaz de France, en collaboration avec l'EDF, procède à des essais d'immersion à grande profondeur aux environs de Mostaganem. Ces essais, effectués sur une conduite de 5 km, doivent permettre de vérifier certaines hypothèses relatives à un projet de transport sous-marin du gaz saharien vers l'Europe. Le lancement se fait par éléments de 1 km raccordés bout à bout. La conduite est équipée de flotteurs de différents types. Fagots de polystyrène, réservoirs de butane, enveloppes souples chargées d'essence. Des épreuves de souplesse et de résistance des joints soudés sont faites avant la mise en place sur la rampe de lancement. D'autres assemblages spéciaux par manchons vissés sont également essayés. Les sidebooms allègent et facilitent l'avancement du tube. Le lancement est commandé d'un remorqueur naviguant au large. Grâce à une bouée attachée à son extrémité, la conduite est repérable après son immersion. Des essais d'échange et de remise en place des flotteurs se font d'un ponton équipé pour la relève du tube déjà immergé. Les tubes de 219 mm de diamètre et de 11 mm d'épaisseur devront résister à une pression intérieure de 400 kg par centimètre carré. La conduite d'acier, remorquée en haute mer, flotte entre deux eaux. L'acier employé pour la fabrication de ces tubes est d'une qualité telle qu'il permet à la conduite d'épouser convenablement le profil des fonds marins. Une modeste pancarte au cœur de la Sologne
c'est le centre de Nancy, une des stations les plus remarquables de la radioastronomie mondiale. Laboratoire de recherche fondamentale, ce centre possède le plus grand interféromètre du monde, orienté est-ouest, et composé de 32 antennes distantes de 50 mètres les unes des autres. Il comprend également un deuxième interféromètre orienté nord-sud et comportant 16 antennes de 10 mètres de diamètre. Cet ensemble nord-sud et est-ouest est unique au monde. Il permet une meilleure localisation des sources d'orages magnétiques, dont les plus intenses actuellement connues sont situées dans les constellations du Cygne, du Taureau et de Cassiopée. Ces radiations ont des longueurs d'onde variant de quelques centimètres à quelques mètres et sont captées par les antennes des interféromètres. Les indications recueillies sont amplifiées, puis collectées et transmises par câble à un poste d'observation où elles sont enregistrées. Ces renseignements permettent en particulier de prévoir les perturbations dans les transmissions radioterrestres. C'est également au centre de Nancy que se trouve en cours de réalisation un des plus grands radiotélescopes du monde. Il servira à capter les signaux à des distances s'évaluant en années-lumière. Construit par les chantiers de l'Atlantique, France attend à Saint-Nazaire l'heure de sa mise à flot. Pour cette cérémonie, il a fallu édifier une tribune de 6500 mètres carrés et d'une hauteur de 23 mètres. Un podium a été aménagé pour le baptême et les discours. Le 11 mai 1960, une foule immense est venue assister au lancement présidé par le général de Gaulle. Du haut de la tribune, plus de 6000 invités ont contemplé cet émouvant spectacle. La construction de France a nécessité la collaboration de toutes les grandes industries françaises. Pour la seule industrie des tubes d'acier, ce nouveau géant des mers emporte dans ses flancs 1755 tonnes de ses différentes fabrications. Et maintenant que France s'achève et qu'il s'en aille vers l'océan, pour voguer et pour servir